Et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour Apolline. C'est la rentrée, ça y est, qui commence à s'installer, mais avec une bonne nouvelle. Pour la première fois depuis 3 ans, l'inflation est redescendue sous la barre des 2%. Je vous ai tant reçu au moment où les prix montaient. J'espère que cette fois-ci, vous allez vraiment nous montrer que les prix descendent. Michel-Édouard Leclerc, vous êtes bien sûr le PDG du comité exécutif des magasins Leclerc. C'est 140 000 salariés, c'est 660 magasins dans toute la France. Et d'abord, on va parler prix avant de parler carburant, consommation. Est-ce que oui ou non, ça y est, c'est installé, l'inflation derrière nous? Est-ce que les prix vont baisser? Alors, on va tout faire pour. Le taux d'inflation descend très vite, là. On est à 1,8% de taux d'inflation. Si vous vous rappelez, les 2 années précédentes, on était monté presque à 20, 21 sur des produits de consommation courante. Le mouvement est significatif, mais pas forcément perceptible pour les consommateurs qui ont été tapés au portefeuille pendant 3 ans. Donc, ça ne génère pas encore un rapport de confiance pour libérer la bourse, pour développer la consommation. Il faut qu'on aille vraiment chercher des vraies baisses. La baisse de l'inflation n'est pas la baisse des prix. Au lieu de monter de 5, de 6, de 10, ça revient à 1,8. Il y a des secteurs de baisse. Par exemple, la rentrée des classes, c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. Mais il y a beaucoup de produits alimentaires, des produits d'entretien, des produits d'hygiène beauté qui sont beaucoup trop chers. Et donc, comme on va rentrer dans un cycle de renégociation déjà, je peux vous dire que tous mes collègues du groupe Leclerc, on part à l'attaque pour aller chercher des baisses et des baisses significatives que les consommateurs puissent voir. Ils ont vu les hausses de pâtes à 40%, il faut qu'ils voient des produits baisser de 12 à 15%. Oui, c'est et évident. encore, je veux dire, c'est vrai qu'on se dit, baisser de 12 à 15%, ça reste quand même beaucoup plus haut qu'il y a 2 ans. Oui. Ça ne redescendra pas au niveau d'il y a 2 ans. Alors, vous avez reçu mes collègues de la distribution. On est tous d'accord. On est d'ailleurs au sein d'une fédération. On analyse ensemble la fédération du commerce et de la distribution. Vous analysez ensemble, mais vous ne vous mettez pas ensemble pour bloquer les baisses de prix. Non, on se tire des bourres. C'est Nadal Federer qui serait encore en forme, quoi. Ouais. On revoit bien du fond de cours. Je vois. Voilà. Je ne sais pas qui est Nadal et qui est Federer. Entre vous, Auchan, Carrefour, Intermarché, mais bon. Disons que Thierry Cotillard, patron d'Intermarché, monte plus au filet en ce moment avec la reprise de Casino. Mais on l'attend au fond de cours pour qu'il baisse ses prix et qu'il fasse une belle opération. Faire baisser vraiment les prix, vous le disiez, on va faire en sorte de faire baisser les prix. Vous nous avez parlé spontanément de l'hygiène. Est-ce que si on s'arrête quand même aux produits de consommation alimentaire, est-ce que ce matin, vous pouvez dire à ceux qui nous écoutent, qui doivent nourrir des familles, qu'il y a des produits sur lesquels vraiment aujourd'hui on peut retourner les mettre dans les caddies alors qu'on y avait renoncé? Alors, la météo était vraiment dégueulasse, et pas qu'en Bretagne, j'insiste, pendant la période des fruits rouges et tout ça. Donc, on ne peut pas dire que les fruits ont été très intéressants. Donc, on verra au printemps prochain. Ça, je ne sais pas être prophète. Sur tous les produits à marque industrielle, à grande marque, marketée, je pense qu'il y a toute une série de marchés de cours internationaux qui ont baissé, donc on va pouvoir aller réclamer des baisses. Le chocolat, le café. Enfin, le chocolat ou le café, ça n'impacte pas le revenu des petits agriculteurs français. Donc, moi, pas d'état d'âme. Et donc là-dessus, vous êtes prêt à mener une guerre des prix? Oui, et on va la mener en France, et avec nos collègues allemands, avec nos collègues hollandais. Aujourd'hui, on est alliés, on a une centrale d'achat européenne. On ne va pas laisser l'Europe avec des tarifs différents sans que les Français puissent profiter du meilleur de l'Europe. Donc, sans état d'âme, malgré la pression qu'on a sur nous pour qu'on ne le fasse pas, et sans que ça ait un impact sur les revenus agricoles, nous allons aller chercher des baisses. Ça n'a pas d'impact sur les revenus agricoles en France, mais il y a quand même quelque part un producteur de chocolat qui va lui aussi, à un moment, être obligé de serrer ses prix. Ouais, mais quand vous voyez... Je comprends bien que ça vous fasse moins d'état d'âme parce que c'est plus loin, mais enfin, on ne peut pas non plus dire que ça va faire souffrir personne. D'abord, des Procter, des Unilever, on représente 4% de leur chiffre d'affaires. Oui. Leclerc tout seul, c'est que 4% de leur chiffre d'affaires mondial. Donc, on s'est associé avec les meilleurs des Allemands, les meilleurs des Pays-Bas. On a aussi des clubs d'achat et d'échange d'informations avec des Italiens. Puis, on a des Leclerc en Pologne, des Leclerc au Portugal. Donc, nous, ce qu'on voit, par exemple, vous voyez, c'est que les consommateurs français d'Alsace vont en Allemagne, chez Aldi, chez Lidl, pas en France. Ils vont en Allemagne, chez Aldi, chez Lidl, chez Penny, pour acheter des produits d'hygiène et des produits d'entretien. Mais comment c'est possible que ces produits soient moins chers de l'autre côté de la frontière? Parce que les fournisseurs
on filait de meilleures conditions d'achat aux distributeurs allemands qu'aux distributeurs français. Donc, pour les mêmes produits. Donc, on va européaniser nos achats, et sans complexe, parce que nous, on veut que l'Europe, elle profite aux consommateurs. Il y a tout un mouvement chez les industriels qui plaident auprès de Bercy pour nous empêcher de faire ça, mais nous, on va continuer à le faire. Et pourquoi ils vous empêchent de faire ça ? Parce qu'on casse leur marge, parce qu'on casse leur politique de sectorisation tarifaire. Mais quand vous dites on casse leur marge, c'est les marges de qui ? C'est les marges de L'Oréal ? C'est les marges de... C'est quoi ? Oui. L'Oréal n'est pas le plus mauvais. Non, mais je veux dire de L'Oréal, de Procter & Gamble, de... Oui, de Mars. Mars vient de racheter... Mais en quoi le gouvernement pourrait avoir intérêt à les défendre eux plutôt que les consommateurs? Je ne comprends pas. Parce que l'agrobusiness en France est un lobby extraordinaire. Vous recevez de temps en temps les présidents de l'ANIA, l'Association nationale des industriels de l'agroalimentaire. Celui qui représente... Vous recevez les gens de l'ILEC qui sont au niveau européen extrêmement puissants. Vous avez un groupe comme Mars, par exemple, qui est déjà énorme, les chocolats, et il vient de racheter son concurrent. 38 milliards, c'est plus que le chiffre d'affaires des centres Leclerc. Donc quand on négocie avec eux, il faut le faire à plusieurs et au niveau européen. Et ça, cette force-là, je voudrais insister au-delà de la technique, cette force-là, on va la mettre au profit de baisses qu'on va aller chercher dans cette prochaine période de négociation. On veut ramener des baisses à nos clients et qu'elles soient tangibles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y aura de perception d'un changement de pouvoir d'achat que quand on verra ces produits qui sont des marqueurs moins chers que les années précédentes. Vous dites, Michel-Édouard Leclerc, que la confiance pour autant n'est pas revenue. Est-ce que ça veut dire que, comme certains de vos confrères, vous parlez d'une forme de déconsommation ? Est-ce que ça veut dire que vous constatez que les gens consomment moins ? Alors, sur certains secteurs, c'est flagrant. Vous entendez sans arrêt parler de dépôt de bilan dans le textile, dans le vêtement, dans le prêt-à-porter. Et donc, toutes les marques étaient un peu dans l'entre-deux, ni Premier Prix, ni Uniqlo, mais plutôt Esprit, des choses... Ces groupes-là tombent. Tout ce textile, c'est catastrophe. Après, franchement, il y a une baisse de la consommation en volume, mais il y a eu la météo, il y a eu les Jeux Olympiques. C'est très difficile à... Donc on n'avait pas des habitudes de consommation comme on a pu avoir dans des années, je dirais, plus classiques. Je trouve qu'il y a plutôt des signes encourageants que dans une période d'instabilité politique, d'anxiété sociale, je trouve que c'est plutôt encourageant que la consommation tienne son rang. Et d'ailleurs, toutes les statistiques qu'on nous montre, c'est beaucoup autour de l'alimentaire. Mais vous voyez, chez Leclerc, on a beaucoup ouvert. On est devenu le premier loueur de voitures. Et très discret comme ça, on se rend compte que ce secteur se développe énormément. Les jeunes se posent la question de savoir s'ils vont vraiment acheter une voiture. Est-ce qu'il y aura une valeur de revente à une voiture ? On nous parle de l'hybride, de l'électrique. Donc, ils préfèrent louer. Et donc, certains se disent, on va louer. Louer, ça fait moins de chiffre d'affaires. Donc, c'est un marché qui se crée, mais il existe, il n'existait pas. Les abonnements téléphoniques, le multimédia, ça explose. Donc, ce sont des charges, ce sont des dépenses qui ne vont pas sur l'alimentaire, mais qui sont aussi dans les hypermarchés. Vous avez, dans le domaine... Ça veut dire aussi que vous-même... L'équipement de la maison. Vous adaptez vos magasins pour que la consommation soit plus diverse, parce que vous vous dites, au fond, ils ne reviendront peut-être pas sur les produits d'avant. Par exemple, depuis le Covid, il y a le télétravail s'est beaucoup développé. Ce qui veut dire qu'autour de la maison, du foyer, de l'appartement, on s'est rééquipé en écran. On s'est rééquipé en téléphone. On vit différemment. On vend plus de bricolage pour les jardins. On vend plus de multimédia. Et donc, ces sommes qui sont dépensées là ne sont pas forcément dépensées en alimentaire. Donc, c'est un arbitrage plus qu'une décroissance. Je crois. Alors, il y a plus de pauvres. Les associations le disent depuis 3-4 ans. Il y a plus de gens qui sont... La paupérisation a atteint quand même une catégorie importante de personnes. C'est ce qui fait d'ailleurs que ces personnes mangent beaucoup de premiers prix, par exemple. Aujourd'hui, les premiers prix, ça cartonne dans les magasins. Mais il faut faire attention aux statistiques. Il y a une paupérisation d'une certaine clientèle. Mais même les bons clients ont dispersé leurs achats. Équipement de la maison, équipement du foyer, loisirs. Le voyage, je vous rappelle qu'avant, cet été, l'aéronautique était plombée, les voyages étaient plombés. On a fait carton plein. Leclerc est le deuxième voyagiste en France. On a véhiculé des milliers de gens sur leur destination. Les locations dans les campings, dans les mobil-homes, c'était plein. Donc vous voyez, quand on parle consommation, il faut qu'on ait un peu de recul. Et qu'on pense pas seulement à ce qu'il y a dans le caddie. Moi, je trouve que les comportements aujourd'hui sont encourageants pour les producteurs de ces secteurs-là. Michel-Édouard Leclerc, vous avez évoqué la question des trajets. Je voudrais qu'on parle prix du carburant.
Au fond, là, pour le coup, il y a une vraie baisse des prix nette. Le pétrole a perdu 10 $ en quelques semaines. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, Michel-Édouard Leclerc, que les prix à la pompe vont baisser nettement et de manière durable? Oui, et c'est ce qu'ils le font. D'ailleurs, vos collègues l'ont remarqué dans certaines stations Leclerc. On n'est pas loin de 1,50 sur le diesel, d'où on vient. Alors qu'on était autour des 2. Oui, c'est ça. Et donc, on répercute directement. Alors, je voudrais enlever une idée. Hein. Quand le prix du brut descend, ça ne fait pas descendre tout de suite le prix du gasoil ou le prix du kérosène. Il faut encore le raffiner, le transformer. Et il y a plusieurs marchés. Et selon les stocks, ça peut monter ou descendre. À long terme, les courbes se rejoignent. Aujourd'hui, l'essence baisse, le gasoil baisse. J'ai l'impression que c'est quand même assez durable. Il y a du stock, nous disent les spécialistes. En tout cas, ça vieillit sacrément la pub de Total. J'ai écrit un petit peu, je l'ai taclé, M. Pouyanné, parce que de voir des pleines pages pendant l'été en disant « on vous garantit que si vous vous abonnez à nos tarifs gaz et je ne sais plus quelle autre prestation, on vous paierez pas l'essence plus de 1,95 €. » Eh ben, franchement, on peut leur en donner de l'argent aux consommateurs pour ce prix-là. Alors là, Michel-Édouard Leclerc, je vois votre sourire en coin. C'est un tacle effectivement à Total. Mais c'est vrai qu'au fond, Total qui promettait que si ça dépassait les 2 €, il payerait la différence. C'était une manière d'échapper à une sorte d'impôt sur le super profit. Ce deal, c'est quand même le gouvernement qui s'est fait avoir, du coup. Bien sûr. Complètement. Bien sûr. Et donc les Français. Et donc, Total aurait pu baisser ses prix, oui. Un peu plus. Un peu plus. Ça vous... Il y a des stations Total Access. Je ne règle pas mes comptes derrière le comptoir, hein, mais Total Access. Non, là, vous le faites au micro et de manière tout à fait publique. Mais c'est vrai que. Non, mais ça m'épate, moi, qu'une grande boîte comme Total, et je ne fais pas partie des anti-Total, on a la chance d'avoir des dirigeants français dans une boîte internationale, hein, dont les capitaux ne sont plus si français. Mais pour la souveraineté énergétique, c'est important. Mais c'est vrai que de se payer une page de publicité à l'heure où le carburant est à 1,60 et en disant si ça dépasse 1,90, on vous compensera, c'est quand même une publicité pour pas cher, ça, ou à pas cher. Mais qui effectivement paraît, les 1,95 paraissent quand même extrêmement loin. En fait, ce que je voudrais dire dans ce message, c'est que si aujourd'hui les prix sont plus bas en France, c'est qu'il y a une vraie concurrence loyale, une vraie concurrence entre Carrefour, Lidl, Aldi, Leclerc, Intermarché, je peux les citer tous. Vraiment, on se marque ville par ville. On fait des comparateurs, on les rend publics, on réagit. Mais alors, vous voyez, s'agissant d'autres segments de marché, il n'y a pas cet esprit-là. En tout cas, dans ce monde-là, effectivement, il y a une vraie transparence. Michel-Édouard Leclerc, ça peut descendre jusqu'où le prix de l'essence? Je ne sais pas dire, parce que là, à un certain moment, je vends de la taxe. Hein. Vous vendez que de la taxe, c'est-à-dire que oui, en effet, la part de taxe est tellement importante que quand on est en dessous des 1,50, ça veut dire que proportionnellement, c'est quand même considérable. Voilà. Alors je pense que le nouveau gouvernement, la première chose qu'il va faire, ça ne va pas être de supprimer cette recette de l'État, à l'heure où tout le monde l'interroge sur sa dette. Donc, je pense qu'on arrive... on ne pourra pas descendre plus bas, sauf à baisser ces fameuses taxes, mais ce n'est pas du tout d'actualité. Si ça baisse trop, vous verrez des députés pro-gouvernementaux proposer de remonter la taxe pour désendetter la France. Donc, n'entretenons pas de mythe. À 1,50, 1,55, on est bien, quoi. Il y a la question, évidemment, du coût... de la matière agricole et de la rémunération des agriculteurs. Ici, à ce micro, la semaine dernière, je recevais Arnaud Rousseau, qui est le patron de la FNSEA, qui alertait, qui disait que la colère grondait, qu'en réalité, les promesses qui avaient été faites il y a 6 mois, lorsque les tracteurs venaient bloquer la capitale, n'avaient pas été tenues et qu'ils avaient le sentiment de s'être fait avoir. Est-ce que vous-même vous assurez qu'en fait, oui, ils se sont fait un peu avoir, qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements, ou est-ce que pour votre part à vous, c'est-à-dire la part de la grande distribution, vous avez en effet tenu les promesses? Alors, réunis ensemble, les distributeurs, aujourd'hui, il y a des expressions différentes, mais on est d'accord avec la FNSEA et avec les syndicats agricoles en général pour adapter la législation. Les industriels n'étant pas transparents, on propose, et la loi n'obligeant pas cette transparence, nous proposons que industriels et agriculteurs négocient d'abord. Comme ça, les agriculteurs savent à quel prix ils vendent leur lait, leur viande. Il y a une première négociation en amont. Et nous, on vient après avec les industriels. Les industriels pourront nous dire « je ne descends pas en dessous de ce prix parce que la matière première, voilà mon contrat avec l'agriculteur, c'est tant ». Et ça nous permet
de protéger, de créer une sorte de bouclier pour le revenu agricole. Et ça, c'est défendu par M. Rousseau, c'est défendu par Mais Leclerc. vous le faites ou vous le faites pas? Il faut que ce soit dans la loi. Il faut que ce soit dans la loi. Alors, c'est plus difficile à faire selon les marchés agricoles, de trouver la bonne périodicité. C'est assez technique, on ne va pas en parler là, mais l'intention, je trouve, est bonne. L'intention est bonne et vous la partagez. Oui. C'est-à-dire qu'on rappelle évidemment que ces histoires de négociation, en gros, c'est tripartite. Oui. Il y a le producteur. Il n'y a pas beaucoup de tripartite. Sauf que justement, il n'y a pas de tripartite. Ça devrait. Il y a en tout cas, il y a 3 acteurs. Il y a le producteur qui fait la matière première agricole. Il y a l'industriel, Danone, Nestlé, je ne sais qui achète à l'agriculteur, qui transforme. Et puis, au bout, il y a vous, la grande distribution, qui négocie normalement avec l'industriel. Le problème, c'est que souvent l'agriculteur se fait avoir dans cette histoire. Et pour la première fois, le consommateur aussi. Et pour la première fois, il demande donc à ce qu'il y ait une vraie transparence aussi sur cette première phase de négociation entre Nestlé, Danone ou Lactalis et l'agriculteur. C'est ce que les professionnels appellent, de manière un peu techno, la marche en avant dans la construction du prix. On assure d'abord l'agriculteur de son prix, qui doit lui servir de couverture à l'augmentation de ses coûts, de ses matières premières. Là, c'est l'industriel qui, avant transformation, lui assure ça. Et nous, quand on vient négocier avec l'industriel, que ce soit Pathé Enaf, Charal ou autre, il nous dit « ça, vous touchez pas, on négocie pas ». Ça a été signé, mais il le prouve, quoi. Voilà. Mais qu'il le prouve et qu'il y ait cette transparence. Voilà. Et d'ailleurs, c'est des mots, hein, les mots que vous exprimez là sont les mêmes que ceux d'Arnaud Rousseau. Oui. Donc je peux témoigner qu'en tout cas, à ce micro, il tenait à peu près... Sur ce point-là, avec lui, il y a un point d'accord. Le même discours que vous. Est-ce qu'il y a encore des pénuries? Alors, je dois vous dire que ce matin, je recevais le message de plusieurs auditeurs sur les réseaux sociaux, dont un qui carrément posait des questions extrêmement directes en disant « Est-ce que vous pouvez demander à Monsieur Leclerc, parce que je suis un fidèle client, pourquoi dans les rayons, il y a une pénurie du café San Marco, du gel douche Ushuaïa à vanille et de la litière Eco Plus. » Vous voyez qu'ils sont très attentifs, les auditeurs. Alors, j'ai pas de chat, donc j'imagine la litière, c'est pour les chats, ouais. Mais non, je sais pas. Est-ce qu'il y a des pénuries? Non, mais est-ce qu'il reste des pénuries? Est-ce que, comme on a traversé il y a quelques années, il reste parfois des pénuries? Ou alors est-ce que c'est uniquement des questions de stock et d'approvisionnement? C'est des questions, je pense, de rupture dans certains magasins. Il faut vous dire, mais j'ose pas trop le dire, mais on cartonne. Leclerc, ça fait quand même la 4e année qu'on est en croissance aujourd'hui en part de marché, et ça alors qu'on n'a pas racheté d'autres magasins en France. Donc là, évidemment, Carrefour rachetant Cora, Intermarché rachetant des casinos, eux aussi vont grandir, mais on a beaucoup de monde dans les magasins, il peut y avoir des ruptures, beaucoup de Parisiens, beaucoup de gens de métropole achètent dans nos villes de province avant de rentrer le soir. Donc aujourd'hui, ça peut expliquer ces ruptures. Mais en tout cas... faut voir qu'on vend, on fait presque 50 milliards de chiffre d'affaires. On a eu 1,5 million de clients supplémentaires en 1 an et demi. Qui ont rejoint effectivement les magasins. Si on veut être très professionnel, il y a une gestion des flux on n'apprend pas ça à l'école, hein, c'est sur le terrain. Michel-Édouard Leclerc, on a appris qu'un élevage de porcs s'était fait épingler en fin de semaine dernière par L214, un élevage de porcs qui fournissait notamment du jambon de la marque Leclerc. Vous avez immédiatement rompu toute relation avec cet élevage? Oui, alors d'abord Leclerc est pour des chartes bien-être animal. Ça, c'est clair. Pour vous donner une idée, on parlait des premiers prix. Sur nos premiers prix, qui sont pourtant pas chers, on met le Nutri-Score. C'est-à-dire, vous savez, si c'est classé de vert à rouge, c'est une première idée. Oui, vous assumez. On est en train de travailler au niveau européen sur un éco-score. Hein. On est en train de mettre où ça a été fabriqué. C'est quoi un éco-score? Un éco-score, c'est le carbone qui a été émis, tout ça, c'est très technique, mais on essaye de mettre des choses qui soient lisibles pour les consommateurs, pour qu'ils fassent ces arbitrages. Et dans le cas du bien-être animal, on voudrait que ce critère intègre l'une des informations pour les consommateurs. Mais quand je vous rappelle sur EcoScore, c'est que ça pourrait être économique. Non, c'est écologique. Écologique. Hein, c'est ça. Écologique. Le prix, c'est à nous de le faire. C'est notre responsabilité. Mais ce sera l'idée, effectivement, de savoir la traçabilité écologique. Donc, par rapport aux interpellations, je réponds favorablement. Nous sommes pour un label qui intégrerait un cahier des charges de bien-être animal. Après, moi, j'applique en magasin. Et d'ailleurs, je le dis aujourd'hui, s'il y a des produits qui ont ce label, qu'ils prennent contact avec nous, le label souhaité par L214, l'ONG, qu'on les mette en rayon, il n'y a pas de problème, d'accord? Maintenant, c'est quand même pas à Michel-Édouard Leclerc d'aller faire la police des élevages. Il y a un truc qui est assez curieux dans la manière de procéder de L214. Je pense que c'est juste pour que vous me posiez la question, mais je ne vois pas en quoi me demander mon avis à moi va faire que les éleveurs
Enfin, vont changer. Ça engage quand même aussi l'image même Je vous et ai la qualité répondu de et je votre leur avais consommation. répondu. Maintenant, pourquoi ne vont-ils pas dialoguer avec les éleveurs? Et puis après tout, avec un ministre de l'Agriculture. Je ne suis pas encore ministre de l'Agriculture. Donc, on vous l'avait proposé à un moment, vous l'aviez dit, Michel-Édouard Leclerc. Il y a encore des c'est d'accord. Alors, il y a deuxième chose, c'est que le bien-être animal, c'est une chose. Après, interdire la viande ou obliger végan, c'est un autre débat de société. Et ce que vous voulez dire, c'est que L214 a quand même aussi cet objectif-là. Dans sa manière de quand même, procéder, c'est l'objectif d'arrêter la pollution. Mais vous avez donc arrêté en tout cas de vous fournir là-bas. Merci Michel-Édouard Leclerc d'avoir répondu à mes questions ce matin. Il est 8h52 sur Mais RMC. les prix baisseront. Les prix baisseront, on l'a bien compris, vous vous y êtes engagé. On verra, évidemment, vous pensez bien que je vous réinterrogerai là-dessus. 8h53 sur RMC BFM TV.